Et donc Marc Lamblard est audio-naturaliste, un métier qui était quasi inconnu en France avant que lui n'arrive. Et puis son travail, c'est un travail d'orfèvre, un travail de magicien, qui va bientôt pouvoir nous présenter. J'espère vraiment que vous allez apprécier, parce que avoir une personnalité comme lui qui vient ici à la Bresse pour parler à 12 788 personnes comme vous êtes ce soir, ben ça me fait vraiment plaisir. Alors Marc Lamblard, sous vos applaudissements. Bonsoir. Quelle introduction. Voilà. Bon. Alors j'ai besoin de lancer ma petite machine là. Je suis venu avec quelques sons, hein, évidemment. Je vais vous faire écouter. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu. Donc, je suis un Vosgien d'adoption. Je ne suis pas un vrai. Je suis arrivé dans les Vosges en 92 pour suivre des études aux Beaux-Arts d'Épinal. Et donc j'étais plutôt dans l'image à ce moment-là. Et puis quand je suis sorti des Beaux-Arts, j'ai travaillé longtemps comme guide nature pour des associations d'éducation populaire dans les Vosges, notamment du côté de Gérardmer. Et puis ensuite, je me suis mis en indépendant comme guide naturaliste. Mais à côté de cette activité professionnelle, je pratiquais la prise de son naturaliste. Et ça, j'ai commencé en fait assez tôt, dès l'enfance. J'ai commencé à enregistrer des sons provenant comme ça, au cours de randonnée, avec mes parents dans les Cévennes. Et puis voilà, j'ai pratiqué comme ça, c'est la prise de son en extérieur régulièrement, et puis ça s'est vraiment amplifié, on va dire, après mes études. Et puis j'ai fait une rencontre déterminante en 2002, 2003, je ne sais plus. J'ai été invité à un festival à Albi, et là j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Fernand Desrossen, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui est encore assez actif. Et ce monsieur était audio-naturaliste professionnel. Et c'était lui, notamment, qui avait réalisé, vous avez sans doute connu ça, la série des disques, des CD qu'on pouvait trouver chez Nature et Découverte. Chez Nature et Découverte, il y avait plein de CD d'ambiance naturelle, d'ambiance des mers, des déserts, des forêts tropicales, etc. Et donc Fernand Desrossen voyageait partout dans le monde pour ramener des ambiances comme ça, merveilleuses, et puis les partager avec le public sous forme de CD. Et donc j'ai rencontré ce monsieur dans ce festival, et puis là j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais c'est formidable, parce que il est possible aujourd'hui, il est possible de pratiquer une activité professionnelle qui relie mes deux principaux centres d'intérêt, à la fois mon intérêt pour la nature et mon intérêt pour le son. Voilà, ça se réunissait dans une même activité. Et donc j'ai décidé, suite à cette rencontre, de me lancer. Donc ça correspondait à une époque où il voulait créer une association pour faire connaître son activité. Donc il a créé son association qui s'appelle Sonatura, qui existe encore aujourd'hui. Et donc j'ai rejoint l'association très vite, et puis j'ai appris mon métier au contact de ce monsieur, Fernand Desrossen, pendant plusieurs années, comme ça. Et puis voilà, et à un moment donné, je me suis lancé, je me suis mis en indépendant, et j'ai commencé à vivre de cette activité. Et puis bon, je me suis fait connaître petit à petit, et maintenant, ça m'occupe à plein temps. Voilà, donc je passe, alors je pense que vous avez deviné un peu en quoi ça consiste, hein, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps dehors, ça c'est plutôt sympa, et puis j'écoute, principalement, mon outil de travail principal c'est ça, donc j'en prends soin, parce que c'est fragile, vous savez, hein, c'est hyper fragile, hein. Donc je fais attention à mes oreilles. Et puis en prolongement, eh bien, j'utilise du matériel, des micros, des enregistreurs pour capter ce que je vais entendre dans la forêt. Alors pas que dans les forêts, mais là il se trouve que la forêt c'est vraiment le milieu qui m'attire le plus. Moi je suis fasciné par les forêts depuis très longtemps. Et donc je passe beaucoup de temps dans les forêts, puis ça tombe bien parce que dans les Vosges, il y a un petit peu de forêt quand même.
Et puis il y a des forêts très belles, encore. Et donc, et je vis maintenant dans un village qui est quasiment au cœur de la forêt, enfin en tout cas juste à l'entrée. Donc j'ai pas besoin de prendre ma voiture pour aller travailler. Je sors de chez moi avec mes micros et je vais travailler parfois seulement à quelques dizaines de mètres de chez moi. Voilà. Et tout ce qui est... Alors, aujourd'hui, on utilise le terme d'audio-naturaliste pour désigner notre activité. C'est Fernand Desroussen qui a inventé ce terme-là. Avant, on disait chasseur de son, naturaliste, puis il n'aimait pas trop cette expression-là. Donc, il a inventé ce néologisme d'audio-naturaliste, et maintenant, c'est le terme qu'on utilise pour se présenter comme ce soir. Et alors, ça fait beaucoup de sujets d'écoute et de travail, puisque on enregistre, on se focalise sur tous les phénomènes sonores qui ne sont pas produits par l'humain dans le paysage. Et donc ça concerne quand même beaucoup de monde, ça concerne aussi bien des petites bêtes, alors c'est surtout des animaux, mais pas que. Beaucoup d'animaux, depuis les plus petites jusqu'aux plus grosses, on va dire. Hein. Et puis les plantes aussi, les plantes, les arbres, parce que les plantes et les arbres produisent des sons par moment, notamment lors de la fructification. Et puis c'est aussi les sons produits par ce qu'on appelle les éléments naturels, l'eau dans ses différents états. Parce que l'eau, bien évidemment, ça fait des sons, ça fait du bruit, ça chante. Et la glace aussi chante. Et donc, les orages, enfin voilà. Donc, ça fait beaucoup de sujets. Et ça m'occupe vraiment quasiment toute l'année. Et donc, ces enregistrements sont archivés sur des disques durs, classés, nommés, parce qu'évidemment, il faut savoir ce qu'on a enregistré, hein. Des fois c'est des énigmes, quoi. Donc tout est classé, enregistré, ordonné, nommé. Et puis au fur et à mesure des projets qui me sont présentés, eh bien, je vais piocher dans ces banques de sons pour fournir des enregistrements aux personnes qui viennent me solliciter. Alors ça va être beaucoup des gens du cinéma, des gens qui réalisent des documentaires, aussi pour la télévision évidemment, des documentaires animaliers, mais pas que. D'autres types de documentaires aussi. Voilà. Et puis ça va être aussi des musiciens, des compositeurs, des compositrices qui ont besoin de sons, parce qu'on peut faire de la musique à partir de sons naturels. Donc j'ai souvent affaire à eux, et puis aussi à des gens qui fabriquent des expositions, ou des outils pédagogiques pour apprendre par exemple aux enfants à reconnaître les sons des animaux de la forêt. Enfin, voilà. Donc c'est très varié, et ça c'est aussi une chance dans mon métier. C'est-à-dire qu'il y a une partie très solitaire qui consiste à aller capter des sons dans la nature, mais ça c'est forcément solitaire, parce que même quand je suis seul, j'ai l'impression souvent d'être de trop. Donc bon. Et alors je compense par toutes ces rencontres avec des gens formidables. Ça m'est arrivé aussi de travailler avec des écrivains, une romancière que vous connaissez, qui est venue ici il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Agnès Ledig. Voilà, par exemple. Donc, dans son dernier roman, Répondre à la nuit, je crois, il y a un audio-naturaliste. Un personnage clé dans l'énigme, je ne vais pas en dire plus, parce que si vous n'avez pas lu le roman. Et donc, Agnès est venue à ma rencontre, on a sympathisé, je lui ai expliqué un petit peu en quoi consistait mon métier, puis on a fait des sorties ensemble en forêt pour écouter ce qui se passait. Et je l'ai accompagnée dans cet apprentissage pour qu'elle puisse nommer les sons dans son roman. Voilà. Donc ça, c'est super enrichissant. Donc, je suis quelqu'un d'assez chanceux, et puis, pourvu que ça dure. Alors, j'ai ramené quelques sons. Ça, c'est une machine qui me permet de lancer les sons. Donc j'espère que ça va marcher. Tout à l'heure ça marchait. Et en fait c'est des petites devinettes, hein, évidemment. Donc je lance un son et puis je vous mets à contribution pour essayer de deviner de quoi il s'agit. Alors, le premier son, je ne vais pas vous demander de deviner l'animal qui a été enregistré. C'est un vieil enregistrement, c'est pas moi qui l'ai réalisé celui-là. Déjà je vous donne un indice là. Je vais vous demander d'essayer de deviner le contexte de cet enregistrement. Pourquoi est-ce que je vous fais écouter cet enregistrement-là en premier? Je donne des indices. Alors, on va l'écouter. J'espère que ça va marcher. Hein. Suspense.
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Ah ouais, on dirait un cheval, en fait, c'est parce que c'est un son qui a été enregistré sur un cylindre en cire. Là, je vous donne déjà un indice, hein. À l'aide d'un phonographe d'Edison. Donc c'est un son qui a été enregistré, on a dit, en 1889. C'est un oiseau. Alors, de quel enregistrement peut-il s'agir? Le contexte. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet enregistrement-là, à votre avis? Premier enregistrement connu de l'histoire d'un être vivant autre qu'un humain. Alors, c'est un enregistrement qui a été réalisé par un monsieur qui s'appelait Ludwig Karl Koch, un Allemand, un juif allemand, et il avait, au moment où il a réalisé cet enregistrement avec un phonographe d'Edison, il avait 8 ans. Donc, ça c'est quelque chose que je pratique un métier qui a été inventé par un enfant de 8 ans, en Allemagne, en 1889. Alors, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, il a fui l'Allemagne, il est parti se réfugier en Angleterre, et puis il a eu une longue carrière à la BBC. Il était très connu des Anglais, il venait souvent sur les ondes de la BBC pour parler des animaux qu'il enregistrait. Et puis il a aussi réalisé toute une série de disques, donc ça c'était après-guerre, toute une série de disques qui étaient distribués gratuitement dans toutes les écoles d'Angleterre pour apprendre aux enfants, aux petits Anglais, aux petites Anglaises, à reconnaître les chants des oiseaux de la campagne. Donc il y avait dès le départ, et ça c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, il y avait dès le départ une volonté de transmettre et une préoccupation pédagogique et éducative. Donc ça c'est très beau. Donc vous avez écouté le premier enregistrement connu, en tout cas, d'un oiseau, enfin d'un être vivant autre qu'un humain dans l'histoire. Alors je vais vous faire écouter un autre son, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Quand je pense Vosges, il y a un son vraiment pour moi. Si je devais résumer les Vosges à un son, parmi tous ceux qui traînent dans mes archives, je choisirais celui-là. Alors, c'est un son que vous avez tous entendu en vous promenant en forêt. Seulement, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui étaient vraiment en capacité de me dire qui émettait réellement ce son. Je vous fais écouter. Vous avez déjà entendu ça. C'est un son qui vient souvent du haut des arbres. Ah, j'ai entendu. Voilà, le pic noir. Vous avez reconnu. Le cri du pic noir. Alors souvent, les gens qui ne connaissent pas, ils pensent que c'est un rapace. Et on l'entend, d'ailleurs, ce cri-là, on l'entend dans un film que vous connaissez tous, vraiment emblématique Les Grandes Gueules. Dans Les Grandes Gueules, on entend le cri du pic noir dans la bande sonore. C'est vraiment un son emblématique de notre forêt ici. Voilà. Et c'est un oiseau aussi qui est très important dans nos forêts parce que c'est vraiment un gros pic, hein. Il est plus gros que le pic vert. Et il creuse les arbres pour aller chercher à manger, et puis pour faire sa loge, pour faire son nid. Et donc il crée des cavités qui sont ensuite utilisées par plein d'autres animaux dans la forêt. Des petites chouettes notamment, mais pas uniquement, aussi des rongeurs, des petits carnivores, enfin voilà. Et donc il participe grandement dans nos forêts à la diversité animale, à la biodiversité, comme on dit. Donc j'aime beaucoup cet oiseau, puis vraiment il met l'ambiance en forêt. Là on a entendu un de ses cris, mais en fait il a un grand répertoire. Et je suis vraiment amoureux de cet oiseau. On peut dire ça comme ça. Je vais vous faire écouter un autre cri. Alors je vais zapper celui-là parce que je vais pas avoir le temps, ou je vous ferai peut-être écouter à la fin. Ça c'est un son qu'on peut entendre en ce moment. Si vous sortez là un petit peu le soir, et que vous tendez l'oreille, c'est un son que vous pouvez entendre. Chevreuil? Ben non. C'est pas le chevreuil. C'est le renard. Alors, bon.
Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'aboiement du chevreuil, mais c'est quand même plus aigu et ça n'a pas, pas le même rythme. Voilà. Alors, les renards en ce moment sont très loquaces, ils produisent beaucoup de sons, parce que, peut-être que vous le savez, hein, c'est la période des amours. Donc les renards naviguent un petit peu, enfin, et ils s'appellent à travers la forêt, à travers comme ça, ils s'appellent « Hé chérie, t'es où? Oh, je suis là !» Donc on arrive même pratiquement à la fin, hein, c'est vraiment, voilà, c'est la période du rude du renard, j'aime beaucoup cet animal-là. Et alors ça c'est un de ses cris, mais lui aussi il a un répertoire quand même qui est très, très large, et donc il émet plein d'autres cris, mais ça c'est voilà, c'est celui qu'on entend le plus souvent. Bien, allez, on va aller, on va augmenter un petit peu en difficulté. Alors, voici un autre son que j'ai enregistré il y a quelques années. On peut entendre, si vraiment on est très attentif en forêt, c'est un son qu'on peut entendre de temps en temps, mais parfois en dehors, ailleurs que dans la forêt, c'est un son qu'on peut entendre chez soi aussi. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant, je vous fais écouter. Bon, je sais à quoi vous pensez, mais non, hein, c'est pas... Ah, j'ai entendu quelque chose là, xylo machin. Xylophage. Xylophage, ça veut dire quoi ça, madame? Ceux qui mangent le bois. Eh oui, alors qui est-ce qui mange le bois? Les termites, pas encore. Alors je sais que le réchauffement climatique, mais bon, la mérule. Non mais en fait, vous avez trouvé, c'est un insecte xylophage, il s'agit plus précisément d'un capricorne. Et les capricornes donc, font partie de ces... C'est un insecte qui pond sur le bois, et puis les larves ensuite se développent à l'intérieur du bois, puis vont boulotter le bois. Et lorsqu'elles mangent le bois, eh bien, elles produisent ce son là de mastication. Et donc, elles font beaucoup de bruit en mangeant. Alors, on dit chez nous, chez les humains, on dit aux enfants de ne pas faire de bruit en mangeant. Visiblement, chez les capricornes, c'est des mœurs un petit peu différentes. Et si vous entendez ça chez vous, parce que des fois on peut entendre ça dans les poutres, là il faut s'inquiéter un petit peu quand même. Hein. Je dis ça, bon. Alors, je vous fais écouter le son suivant. Alors ça c'est un son que j'ai enregistré, c'est pas très fort non plus, mais ça s'entend à l'oreille. Tous les sons que je vous fais écouter, ce sont des sons que vous pouvez entendre à l'oreille en vous promenant. Hein. Ça, c'est un son que j'ai enregistré au début du printemps. Alors ça vibre, vous avez deviné que ça vibre. Il s'agit d'une percussion. C'est un animal qui joue des percussions. C'est un mode de communication assez répandu chez le monde dans la réalité. Alors, quelqu'un a une idée? C'est pas un oiseau. C'est pas un mammifère. Alors, c'est pas un insecte au sens strict. C'est une petite bête, mais c'est pas un insecte au sens strict. Scarabée, c'est un insecte, il a six pattes. Un grillon. Ah non, chauve-souris, c'est un mammifère. Un grillon. Grillon, c'est un insecte. Une araignée? Ah! J'ai entendu. Une araignée? Une araignée. Eh oui. Alors, dans le monde des araignées, il y a toute une famille d'araignées qu'on appelle les araignées loups ou les lycoses, qui sont des araignées qui ne tissent pas de toile, qui vivent au niveau du sol, pour la plupart, et qui chassent à l'affût, comme ça. Et certaines espèces de lycoses, d'araignées loups, au tout début du printemps, fin mars, début avril, vous voyez, vous savez, à l'époque, on commence à avoir des papillons jaunes, des papillons cycliques, à la même époque. Et bien, ces araignées, les mâles, vont venir sur les feuilles mortes qui sont bien desséchées, là, en bordure de chemin, et vont faire vibrer les feuilles avec leur abdomen, comme ça.
Et ça s'entend à plusieurs mètres, hein, sans problème, hein, aucun problème. Et en fait, c'est une parade, c'est de cette manière-là que les mâles, les mâles lycoses, vont envoûter les femelles pour aboutir évidemment à un accouplement. Donc ça dure quelques jours, bon 15 jours, voilà, à peu près 15 jours. Et puis une fois que les mâles et les femelles se sont accouplés, on n'entend plus du tout ce son-là. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut, en se promenant, en étant un petit peu attentif, on peut entendre les araignées jouer du tambour dans l'eau, forêt vosgienne. Voilà, je m'arrête là. Merci. Bon, alors d'habitude on fait les bis que pour les artistes, mais je pense qu'on peut considérer que c'est un artiste de la nature. Alors, un petit bis, quand jamais, c'est de faire plaisir. On t'avait coupé le micro? Oui, voilà, on t'avait coupé le micro. Ah. Voilà, mais comme t'as un petit bis, vas-y. Avec un petit Larsen quelque part, j'ai l'impression. Alors, ouais, je sais pas d'où c'est. Larsen, c'est moi qui Larsen? Ah oui, alors on va faire. Hop là. Un dernier son. Allez, un dernier son. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant pas mal d'années. Comment dire les choses sans trop en dire. C'est un son assez fascinant, qui est malheureux. Ça fait partie des sons qui deviennent de plus en plus rares dans nos régions. Voilà, j'en dis pas plus, je vous fais écouter, je vous laisse deviner. Je précise qu'il s'agit d'un son complètement naturel, il n'a pas été modifié, transformé. C'est tel que je l'ai capté. Alors vous avez deviné, je crois. Vous connaissez? Vous l'avez déjà entendu? Voilà, il s'agit d'un lac qui chante, lac gelé qui chante en hiver. Sous l'effet des contrastes thermiques, après une nuit bien froide, quand le soleil arrive, là, en début de matinée, eh bien, le lac se met à se fracturer et les sons se propagent comme ça à l'intérieur de la glace et sont déformés par la glace. Il y a un phénomène physique qui est encore pas très bien connu d'ailleurs des physiciens, des scientifiques, ouais, des acousticiens, ils n'ont pas encore tout compris du phénomène. Et ça crée, on dirait, les sons de blaster dans Star Wars. Ça ne vous a pas échappé. Et donc voilà, ça fait partie des sons évidemment qui m'ont fasciné quand je suis arrivé dans les Vosges. Voilà.